Bonjour à tous et bienvenue sur Parole de plongeur. Je m'appelle Christelle et j'ai créé ce podcast pour partager avec vous, au travers d'interviews, les récits passionnants des amoureux de l'océan et de plongée. J'espère que vos écoutes seront remplies de découvertes et d'inspiration. Si vous appréciez ce podcast, n'hésitez pas à laisser une note et vos commentaires pour me dire ce que vous en pensez et comment m'améliorer. Ça me fera super plaisir. Aujourd'hui, mon invité s'appelle Renan. Après avoir travaillé quelques saisons en tant qu'instructeur de plongée loisir, il s'est formé au métier de scaphandrier qu'il exerce depuis plus de 15 ans. Il va nous expliquer en quoi consiste son métier, quels en sont les risques, les spécificités, nous raconter quelques anecdotes, dont son nez à museau avec un énorme sciure, et nous parler de la plongée en Gaspésie. Encore une fois, la qualité sonore laisse à désirer. J'espère pouvoir vous offrir de meilleurs enregistrements à la fin du confinement. Bonne écoute! Bonjour Renan, je suis très heureuse que tu aies accepté de venir nous parler aujourd'hui du métier de scaphandrier qui est le tien, parce que c'est un métier qui est encore assez obscur pour moi. Lorsque j'entends le terme scaphandrier, j'ai l'image de Tintin en tête et de Dupont et Dupont qui sont en train de pomper. J'imagine que cette image est assez obsolète, et c'est cool que tu sois là aujourd'hui pour nous expliquer comment le métier a évolué. Alors déjà, est-ce que tu pourrais te présenter et nous expliquer ce qu'est un scaphandrier ? Ouais, déjà moi c'est Roland Legage, je suis scaphandrier depuis 2004. Auparavant j'étais instructeur brevet d'État depuis 98 et je travaille comme scaphandrier un peu partout en France. J'ai créé en 2011 au retour d'un séjour au Québec l'association Sca France, qui est visible sur la page Facebook là, du même nom, et qui avait pour mission principalement de maintenir un lien dans la petite communauté des scaphes, histoire d'échanger et d'informer sur l'actualité hyperbare en France. Pour t'expliquer un petit peu ce qu'est un scaphandrier, c'est un ouvrier spécialisé dans les travaux subaquatiques, principalement sur les chantiers de construction en BTP. On peut plonger dans les zones portuaires, les zones fluviales, les barrages EDF, les écluses, les centrales nucléaires, les aquariums, les stations d'épuration, et j'en passe. Parfois aussi à l'étranger, sur les stations pétrochimiques, ce qu'on peut appeler la plongée offshore. Et on effectue comme travaux principalement des expertises, ou de la manipulation d'outils, de la soudure, du bétonnage, du balisage. En fait, au final, tout ce qu'on peut faire en surface, mais immergé. Sur une équipe de scaphandriers, l'équipe est toujours composée de 3 scaphandriers, qu'on appelle aussi opérateurs. Moi, je préfère dire scaphandrier. Il y a celui forcément qui s'immerge, qui va faire le travail. Et en surface, il y en a un autre qui participe à la surveillance du premier scaphandrier et à son assistance, si besoin, qui joue le rôle de scaphandrier, on va dire, secours. Et également un chef des opérations hyperbares, qu'on appelle COH, qui organise le déroulement de la plongée. Alors le scaphandrier, il peut faire une plongée par jour avec un maximum de 3 heures sur un maximum de 50 mètres de profondeur. Ce sont ses prérogatives en fait. C'est pour cela que durant une journée de travail, on alterne les rôles au sein de l'équipe, d'où l'importance d'avoir une certaine polyvalence dans chacune de ces tâches. Alors tu dis que la profondeur max à laquelle tu vas, c'est 50 mètres. Moi j'avais en tête l'image de scaphandriers qui plongent très profond, qui font des paliers de décompression très importants. Est-ce que c'est un mythe ? Alors, il y a plusieurs types de scaphandriers. Ça dépend de la formation que l'on fait, d'accord ? En France, à l'heure actuelle, il y a 3 écoles qui proposent la formation de scaphandrier et toutes les 3 délivrent ce que l'on appelle maintenant le titre pro de scaphandrier travaux publics. C'est un titre pro au niveau CAP qui est obligatoire depuis 2019 pour exercer en France. Au sein de cette formation, il y a le certificat d'aptitude hyperbare. C'était l'ancienne attestation qui était obligatoire pour travailler, d'accord ? Et qui permet quand même de travailler aussi à l'étranger. Quand on parle de scaphandrier ou de plongeur professionnel, il y a toute une petite liste en fait différentes qui se divise en classes et en mentions. Les classes, ça va te donner la zone d'intervention, la profondeur. Ça peut aller de classe 0, 1, 2, 3, 0, 12 mètres, 1, 30 mètres, 2, 50 mètres, c'est-à-dire nous principalement, et 3, au-delà de 50 mètres, et c'est principalement les scaphandriers qui travaillent en offshore qui ont cette classe-là. Et après, ça va être divisé en mentions qui déterminent le type d'activité que tu fais. Mention A, c'est tout ce qui est ouvrier. Mention B, c'est tout ce qui est autre activité, comme la plongée scientifique, l'archéologie, la photographie, la culture ou l'élevage de poissons. Le scaphandrier ouvrier, lui, il restera donc sur la mention classe 2, mention A, pour la plupart des scaphandriers qui travaillent en France, et également classe 3 pour ceux qui veulent partir en offshore et qui veulent descendre un peu plus profond. Ce qui n'empêche pas de travailler aussi avec un classe 2 quand t'es en offshore. C'est quoi généralement le profil de plongée que vous faites ? Le type de plongée classique, un peu comme en loisir, la plongée carrée,
Ça peut se faire quand on travaille sur, on va dire, un outillage précis et qui a une profondeur donnée. Après, les trois quarts du temps, souvent, ça reste quand même des plongées en yo-yo quand on fait de l'expertise, quand on fait d'autres interventions. On peut pas maintenir une profondeur nette, donc on est souvent entre 0 et 10 mètres. C'est pas une très forte profondeur. On va plonger plus profond peut-être quand on va travailler sur du balisage de mer au large ou en amont des barrages hydroélectriques. La profondeur est un peu plus importante, mais les trois quarts du temps, ça sera sur des faibles profondeurs. Et c'est souvent à cet endroit-là où il faut faire attention, parce que ça reste quand même la profondeur où la variation de volume est la plus importante. Et on est beaucoup plus assujetti à tous les accidents barotraumatiques que les accidents de décompression classiques quand plongée de loisir. Est-ce que vous plongez à l'air ou au mélange? Alors, on pourrait plonger au mélange, d'accord. Mais bon, vu l'autonomie qu'on a, vu les profondeurs que l'on fait, les trois quarts du temps, ça sera, enfin même à 99% du temps, ça sera de l'air comprimé. Est-ce qu'il faut des qualifications particulières pour pouvoir se lancer dans la formation de scaphandrier? En fait, pour accéder à la formation, les seules prérogatives qu'on nous demande, c'est d'avoir au moins au minimum le niveau 3 de plongée loisir classique. On te demande pas de prérogatives scolaires ou autres, même si effectivement, si tu as déjà fait une formation en amont, quelle qu'elle soit, t'es pas obligé d'avoir fait forcément chaudronnier, mais ça peut apporter quand même une plus-value à ta capacité à pouvoir travailler après la formation. Mais pendant la formation, on va t'amener à effectivement connaître un petit peu toutes les techniques, que ce soit en soudure, en découpe, en béton, et t'amener vraiment à un niveau de base de scaphandrier pour pouvoir ensuite pratiquer. Et ensuite, ça sera vraiment sur le tas lors des chantiers que tu feras au fur et à mesure de ta vie professionnelle, en fait. Pour ce qui est de la formation, est-ce que tu peux nous donner un ordre d'idée de la durée de cette formation et puis du prix également de cette formation ? La formation, elle dure maintenant entre 12 et 16 semaines. À l'époque, ça ne durait que 2 mois, donc c'était quand même relativement court pour apprendre toutes les connaissances qu'on nous demande de savoir. Il faut pas oublier quand même, malgré tout, on te demande de connaître beaucoup de choses et beaucoup d'activités qui en surface restent des métiers propres. Un soudeur en surface, c'est un soudeur, un bétonneur, c'est un bétonneur, quelqu'un qui fait l'expertise, c'est un expert. Un scaphandrier, lui, il va devoir essayer de rejoindre toutes ces activités-là pour pouvoir travailler. La formation, généralement, elle coûte dans les 15 000 euros. Quand je dis la formation, je reviens à ce que je te disais tout à l'heure sur les différents types de formation. Je parle de la formation d'un scaphandrier classe 2A, qui veut travailler donc en tant que scaphandrier ouvrier jusqu'à 50 mètres. Ça coûtera à peu près dans les 15 000 euros. Tu m'as parlé tout à l'heure de ta prochaine mission qui a lieu sur le chantier de reconstruction de la cathédrale de Notre-Dame. Est-ce que tu pourrais nous en parler ? Oui, c'est du chantier classique encore, sauf que là, ça se passe autour de Notre-Dame. C'est de l'inspection des berges qui sont au plus proche de Notre-Dame, parce que lorsqu'elle s'était écroulée, ça avait fait des micro-séismes, entre guillemets. En fait, l'inspection est là juste pour vérifier l'intégrité des rives qui bordent Notre-Dame. Par curiosité, c'est quoi à peu près la visibilité dans la Seine et sur la plupart de tes chantiers ? Elle est relative. Grosso modo, la visibilité, si tu travailles pas en mer, parce que parfois même les ports ont une visibilité très médiocre. Grosso modo, on n'a quasiment pas de visibilité. Même si on a une lumière avec nous, on n'a pas de visibilité. Ou alors si, ça va être de l'ordre de 30 cm ou 50 cm. Donc les trois quarts du temps, on regarde avec le bout des doigts. On observe un petit peu ce qu'il en est par rapport à ce qu'on a pu entendre en surface. Et donc ça impose le fait de faire des plongées, on va dire, de repérage. C'est souvent la première plongée d'ailleurs dans la journée, qui permet de pouvoir vérifier en fait la véracité du briefing de surface. Il y a souvent des imprévus qui arrivent entre ce qu'on peut dire en surface et ce qui est véritablement vécu sous l'eau, justement à cause du manque de visibilité ou des différentes conditions environnementales qu'on peut rencontrer. Que ce soit le courant, la température, l'encombrement ou la faune même, ça oblige effectivement à pénétrer dans l'eau avec une certaine prudence. Tu dis que la plupart du temps, vous regardez avec le bout des doigts. Mais est-ce que ça veut dire que vous avez pas de gants ? Alors si, on a le gant, bien sûr, parce que je t'imagine pas les morceaux de verre ou tout autre objet tranchant, coupant, râpant, mordant, ou ce que tu veux. Donc non, on a effectivement des gants, voire souvent même des grosses moufles, vu la température magnifique qu'on peut rencontrer, mais ça n'empêche pas quand même d'avoir une certaine appréhension après de l'outil. Alors il y a quelques mois, j'ai vu un super film qui s'appelle Les Chemins de la Dignité. J'ai adoré ce film qui retrace l'histoire vraie de Karl Brasser, le premier Afro-Américain qui a intégré la Navy en tant que scaphandrier au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. J'ai vraiment beaucoup aimé ce film et je le conseille. Je sais pas, peut-être que toi tu l'as vu aussi, que t'en as d'autres à nous conseiller.
On y voit le travail des scaphandriers de l'époque, avec leur équipement vraiment très lourd, très encombrant. Après, c'était il y a 60-70 ans. J'imagine que l'équipement a beaucoup évolué depuis. Est-ce que toi, tu peux nous décrire un peu l'équipement que vous utilisez aujourd'hui ? Oui, Les Chemins de la Dignité, très bon film. Il y en a un autre un peu plus récent, qui permet de faire d'ailleurs justement la liaison au niveau du matériel, qui s'appelle The Last Breath, la dernière respiration, avec un anglais approximatif, où tu as l'histoire de Chris Lemon, un plongeur en offshore, qui se fait piéger donc au fond de la mer du Nord et qui a son narguilé qui sectionne. En fait, l'histoire raconte son sauvetage et le côté miraculeux d'être encore en vie. Donc c'est un film que je conseille vivement pour se rendre compte un peu plus du milieu dans lequel les scaphandriers peuvent travailler en offshore. Alors l'équipement, effectivement, il a un petit peu changé depuis Dupont et Dupont, comme tu disais. C'est le même principe, c'est le fait d'amener de l'air à un plongeur immergé, mais le plongeur n'a pas donc sa source d'alimentation sur le dos, comme un plongeur loisir. Ça commence en surface, généralement par l'alimentation avec un compresseur ou un lot de bouteilles tampons, l'air comprimé. Et dessus, tu as un long tuyau, le narguilé qu'on appelle, qui alimente le plongeur en air, mais aussi qui assure la connexion audio, parfois vidéo, et éclairage depuis la surface, par 2 autres câbles qui sont affiliés le long du narguilé. Et au bout, le scaphandrier, qui respire dans un casque intégral, qui est parfois rigide, parfois souple, du type Kirby Morgan ou Advacotex. C'est un masque qui ressemble un petit peu comme un facial de loisir, mais on va dire en plus lourd, sachant qu'il peut aller jusqu'à 17 kg. Sur ce casque, on y respire comme dans un facial, il n'y a pas de dissociation bucco-nasale, on peut respirer correctement. On a, pour la décompression, parce qu'on pose souvent la question à ce niveau-là, on a juste un petit bourre-pif qu'on actionne et qu'on met juste devant le nez pour pouvoir comprimer les oreilles. Et donc le plongeur ensuite, sur son dos, il n'a pas de stab, il a un gilet, souvent lesté, sur lequel est greffée une bouteille d'air de secours connectée au casque, au cas où le narguilé se coincerait ou pire, serait sectionné. Il y a eu quelques exemples. Et donc le tout, si tu cumules la bouteille, le casque, les plombs sur le gilet, on a une moyenne en surface, au minimum 40 kg sur le dos pour commencer. Quand je dis 40 kg, c'est hors outillage, bien sûr. Après, si on part avec d'autres outils, ça peut aller bien plus lourd. Est-ce que tu pourrais nous décrire la journée type d'un scaphandrier ? Alors la journée type, justement, elle est loin d'être métro, boulot, dodo. Les chantiers sont souvent éloignés du domicile, donc de la famille. Donc la journée commence souvent la veille, avec le trajet jusqu'au lieu de chantier, pour être relativement prêt le lendemain matin. La journée, ensuite, ça va être du chargement, beaucoup de manutention entre le chargement du matériel dans le camion, le déchargement de ce même matériel, plus celui de la plonge, parce que c'est rare d'avoir le lieu de chantier au pied du camion. Donc on est souvent obligé de faire beaucoup d'allers-retours, donc beaucoup de manipulation. Et lorsque tout ça est établi, lorsque la mise du chantier est finie, on va s'occuper à l'équipement et à la mise à l'eau du plongeur, tout en n'oubliant pas, évidemment, de réfléchir aussi à l'évacuation du plongeur si besoin. Donc ça impose tout un process entre le fait de vérifier comment on peut évacuer le plongeur et également au niveau du matériel, sachant qu'il y a en surface prêt à l'emploi le même matériel qu'utilise le plongeur déjà sous l'eau pour pouvoir l'assister si besoin. Donc il y a vraiment tout un process à préparer avant de partir directement travailler. Ensuite, une fois que la plongée elle est finie, après il y a effectivement le rinçage, le rechargement, le gonflage des bouteilles si besoin, etc., etc. Donc c'est rare de faire des journées. Quand on dit on va travailler 3 heures de plonge, ça se résume pas à juste 3 heures de plonge. Il y a vraiment tous les à côté qui font quand même de grosses journées. Quand on pense au métier de scaphandrier, on pense plutôt que c'est un milieu d'hommes. Mais est-ce qu'il y a aussi des femmes qui font ce métier ? Il y a de plus en plus de femmes qui sont présentes sur le marché. Il y en a toujours eu, des scaphandrières. Je pense à Muriel, une scaphandrière depuis 94, qui a quand même un cursus assez impressionnant. Et l'avantage, chacune apporte sa plus-value sur le chantier. Et c'est ce qui fait que, quelles que soient ses opinions, ses origines ou son sexe, chacun apporte sa part sur le chantier, et c'est très bien ainsi. J'espère juste que l'évolution des mentalités continuera dans ce sens. Est-ce que tu considères que le métier de scaphandrier, c'est un métier dangereux ? Et pourquoi ? Là, clairement, sans hésitation, oui. Dire l'inverse, ça serait un peu une ineptie. Sachant quand même qu'en 2018, il a quand même pris la vie à 3 scaphandriers et il y en a encore un qui est dans le coma à l'heure actuelle. Dangereux, pourquoi ? Déjà, parce qu'on travaille pas dans un environnement qui est naturel. On dépend d'un matériel spécifique
pour entrer dans l'eau. Et ensuite, en plus des incidents classiques du BTP qu'on a en surface, les écrasements, les coupures, les brûlures, on y ajoute en plus ce propre à la pratique de la plongée. Ce que je te disais tout à l'heure, sachant qu'on travaille souvent dans des faibles profondeurs, on a beaucoup d'accidents ou d'incidents barotraumatiques. Et je me rappelle quand même que c'est quand même un métier où il suffit que tu aies un problème à ton oreille, définitif, et j'allais dire c'est le chômage pour toi. Tu m'avais dit aussi que le travail avec certains clients était assez difficile. Il y a effectivement beaucoup de manquements sur les clients pour lesquels on travaille. Souvent, et ça c'est relativement fréquent, tu as des plans qui datent de l'an Kévin, où on va dire le lieu de travail va être à droite alors qu'en fait finalement il est à gauche. On peut être présent sur différents types de risques. Il n'y a pas que les incohérences du plan, hein. Il y a aussi parfois l'environnement qui fait qu'on peut être surpris. Il peut y avoir un courant qui n'était pas prévu, il peut y avoir une visibilité qui va nous gêner, il peut y avoir beaucoup de choses, et ça effectivement il faut essayer de le faire comprendre aux clients que parfois descendre dans l'eau pour aller juste serrer un petit boulon, ça peut prendre beaucoup plus de temps qu'en surface, parce qu'on y ajoute justement tous ces facteurs. Est-ce que tu pourrais nous raconter quelques plongées qui t'ont marqué ou pendant lesquelles tu as eu peur, nous raconter quelques petites anecdotes personnelles ? Je pense en fait que chacun pourrait écrire des mémoires différentes sur la même intervention, parce qu'on n'a pas la même approche. On peut avoir des anecdotes où on a encore la chance de pouvoir être là pour les raconter, et ça c'est commun à tous les scaphandriers, hein, que ce soit, je dirais, l'immersion et de se rendre compte finalement que la vanne qui ne devait pas fonctionner fonctionne quand même, et de se sentir légèrement aspiré lorsqu'on ne devrait pas, ou alors simplement effectivement le fait de perdre dans les communications toute virilité quand on rencontre certaines bestioles. Je parle souvent, ça je pense que tout le monde reconnaîtra, les silures dans les fleuves, une sorte de gros poissons-chats qui peuvent être parfois très très gros et qui peuvent nous surprendre, surtout qu'il ne faut pas oublier qu'on n'a pas de visibilité. Donc soit on le touche directement, et on s'en rend compte très très vite, soit parfois on se retrouve avec un tête à museau pas du tout voulu, et on l'entend parfaitement dans les coms à ce moment-là. Donc ça peut arriver. Puis sinon, il y a beaucoup d'autres moments, je dirais ça, les grands moments de solitude où parfois on arrive à faire des nœuds magiques avec son narguilé. On sait pas trop comment, et on essaye de s'en dépatouiller avant de remonter à la surface. Question de prestige, perso. Donc oui, des grands moments comme ça, on peut en citer pas mal. Pour ma part, j'en avais eu un où c'était un grand moment de désarroi où j'ai eu sur le casque, en fait, tu as la même chose qu'un deuxième étage, hein, sur les Kirby Morgan, hein. Pour ceux qui connaissent, c'est à peu près le même principe qu'un MK10, quoi. Et en fait, une fois, j'ai eu cette pièce-là qui a complètement explosé, en fait, littéralement, devant moi. Donc j'ai vu une fiche technique détaillée de mon deuxième étage juste devant mon visage. Donc l'avantage c'est que j'étais pas très profond, donc j'ai pu remonter sans encombre. Mais voilà, ça fait partie des anecdotes qui marquent légèrement. Qu'est-ce que tu aimes dans le métier de scaphandrier ? C'est un métier où tu es toujours en phase d'apprentissage. T'apprends toujours. Il est toujours constructif. Que tu sois avec des anciens, que tu sois avec des jeunes, t'as pas la même approche sur le même chantier. Donc c'est quelque chose d'assez vivant, et c'est un métier terriblement humain. Il peut être humain dans le relationnel. Faut même pas oublier que pour les 3/4 des scaphandriers, on découvre des équipes qu'on ne connaît pas forcément, et on va quand même poser notre vie. Il n'y a pas forcément beaucoup de métiers qui demandent cette confiance humaine et matérielle. Et c'est un petit peu du jeu de construction pour grand enfant. C'est-à-dire que on peut être, quel que soit le chantier que l'on va faire, on peut avoir un petit peu le rôle du petit ou grand héros d'un jour, en fonction de l'activité qu'on te demande, de retirer, je dirais, l'écharde qui bloque le barrage. Et cette petite fierté professionnelle, ça fait beaucoup de bien quand on part et qu'on sait qu'on est dans un travail où on arrive, et quand on part, le travail, il est fini. Il y a beaucoup d'autres métiers où tu confies, on va dire, ton travail à une autre personne qui va continuer. Nous, on arrive avec une demande et un résultat. Alors, à contrario, qu'est-ce que tu dirais que tu aimes moins dans ce métier ? Je dirais que quand le chantier est fini, quand tu es content que le chantier est fini, tu te retrouves un peu avec une réalité de la vie moins glorieuse. C'est pas forcément en relation directe avec le métier, mais plus dans son quotidien. C'est-à-dire que les 3/4 des scaphandriers à l'heure actuelle travaillent en CDD ou en contrat intérimaire, et donc ça crée quand même une précarité très forte dans les conditions de travail. Déjà que, on fait une petite parenthèse, mais bon, le salaire de base n'est pas très élevé à l'heure actuelle. On tourne entre 11 et 14 euros de l'heure en moyenne, hors indemnité.
indemnités. Quand je parle des indemnités, je parle des indemnités de déplacement, d'hébergement, de nourriture, etc., etc. Mais bon, sachant qu'on a quand même beaucoup de frais à notre charge, des frais matériels, des frais médicaux, des frais de formation, ça crée malheureusement beaucoup d'abandon à la fin, sachant que effectivement c'est un métier, on va dire à l'heure actuelle, qui est quand même en pleine restructuration. Depuis 2011, il y a beaucoup de textes qui sortent et ça fait quand même maintenant quasiment 10 ans et ça a un petit peu du mal à aboutir. Donc on n'est pas dans un métier qui est finalisé comme on pourrait l'entendre, avec une formation attestée, une convention, une grille salariale, une retraite, etc., etc. Donc on doit jouer quand même beaucoup aux petits auto-entrepreneurs, si je peux dire. On se gère un peu comme une micro-entreprise et il faut tout le temps être sur la recherche, le qui-vive. Et j'avoue qu'au bout d'un moment donné, ça peut être effectivement aussi bien fatigant pour la personne qui travaille que pour son environnement proche, quoi. Donc j'imagine que la vie de famille est assez compliquée quand on fait le boulot de scaphandrier. Il n'y a pas que nous dans ce cadre de métier. Je dirais le commercial doit vivre à peu près la même chose. Mais effectivement, c'est le fait d'être loin et de ne pas forcément savoir que on va revenir parce que justement quand le chantier est fini, il faut en chercher un autre. Si ça se peut, on va rebondir sur un autre chantier directement sans forcément passer par la case domicile. Donc c'est un très gros sacrifice à faire et qu'il faut pas oublier avant de partir faire la formation. Faut pas oublier que les trois quarts des scaphandriers, on va dire, travaillent principalement en intérim. Le CDI existe, mais ça reste pas le principal contrat rencontré. Donc pour celui qui veut faire ce métier, travailler et rentrer chez lui le soir, il faut complètement oublier cette idée-là. Et il faut vraiment peser le pour et le contre avant de partir et de se lancer dans une formation, comme on disait tout à l'heure, qui coûte relativement cher et qui demande quand même beaucoup d'efforts au niveau personnel, quand je dis personnel dans sa vie familiale et intime, quoi. Alors je crois qu'il y a beaucoup de scaphandriers qui partent travailler à l'étranger. Toi, tu es parti travailler au Québec. Est-ce que tu as noté certaines différences entre ton travail de scaphandrier en France et celui que tu avais au Québec ? Alors quand on disait donc partir à l'étranger, bon, on va dire quand même pour les trois quarts, voire même pour les 80%, c'est beaucoup de stations pétrochimiques, du offshore. C'est surtout ça, travailler à l'étranger. Il y en a quelques-uns qui partent dans d'autres pays. Bon, le mien c'était le Québec pour des raisons personnelles parce que j'aimais déjà cet endroit-là, donc je suis allé un petit peu tenter ma chance dans cette région. La grosse différence, on va pas rentrer dans le côté législatif ou autre, mais disons que j'étais quand même assez surpris de voir que ce métier qui était beaucoup moins vieux qu'en France, parce que bon, on est quand même une patrie historique de la plongée, était nettement plus mature et beaucoup plus établi là-bas. Tout est posé. Ce que je disais tout à l'heure sur les grilles de salaire, etc., etc. Là, le métier, même s'il y a des hauts débats, est posé. Et c'est vrai que ça surprend quand même. Ça fait du bien. Au niveau effectivement du taux horaire, au niveau d'une organisation un peu plus sérieuse, on va dire du marché hyper bas par rapport à la France à l'heure actuelle, ça repose. On reste toujours dans le même principe. Là-bas, on appelle ça des agences de placement, c'est la même chose, c'est de l'intérim. Mais disons que il y a moins ce côté précaire malgré tout, parce que justement le métier est beaucoup plus structuré. Donc c'est une chose que j'espère voir en France assez rapidement. Parce que si on pouvait résoudre ce problème-là, je pense que le métier serait beaucoup plus supportable. Je crois qu'au Québec, tu m'as dit que tu avais eu une expérience assez inhabituelle pour un scaphandrier. Bah oui, donc j'ai commencé là-bas en tant que scaphandrier dans des boîtes standards. Et puis au cours de mon séjour, j'ai eu la surprise qu'une boîte environnementale, pas la citer, le ROM, c'est le réseau d'observation des mammifères marins, m'ait appelé pour pouvoir faire une expertise, un recensement en fait autour de l'île Bonaventure, une île au large de la ville de Percé, en Gaspésie. Petite parenthèse d'ailleurs, parce que c'est quand même un spot de plongée qui est magnifique. Bon, tous ceux qui veulent aller là-bas, je le conseille vivement. C'est un véritable oasis de vie. Et pour l'avoir vécu justement, pour pouvoir recenser donc toute la faune et la flore autour de cette île, on a demandé effectivement à des scaphandriers de venir faire ce recensement, tout simplement parce que le contrat était avec un organisme d'État, le CEPAC, qui gère les parcs nationaux là-bas. Donc, sachant que c'était un organisme d'État et que c'était un travail rémunéré, d'un point de vue législatif, c'était une obligation de devoir faire appel à des scaphandriers, comme en France d'ailleurs, et non à des plongeurs loisirs du type association loi 1901, qui auraient pu le faire tout à fait à leur compte. Ça devait être vraiment génial cette expérience. Est-ce que tu peux nous expliquer brièvement comment ça se réalise, ce genre de recensement ? Ah bah ça m'a changé des stations d'épuration parisiennes, c'est clair. C'était le fait de comptabiliser en fait la faune avec un transect. Tu vois ce que c'est un transect, c'est un cadre qu'on pose qui fait 1 mètre sur 1 mètre, qu'on pose sur différents spots. On le photographie et une fois de retour au chaud, on analyse la faune et la flore dessus et on la quantifie sur un tableau. Tu dis que tu as adoré plonger en Gaspésie, est-ce que tu peux nous dire pourquoi ? Sur la variété de la faune et de la flore, sur on va dire la qualité de vie en surface, c'est très carte postale et la faune et la flore ressemblent un petit peu, je dirais, à une plongée bretonne
pour la température, en très 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 coloré. On plonge avec des colonies de phoques gris autour, on a les baleines franches qui passent autour, donc il y a vraiment une exubérance de la faune qui est très impressionnante et avec une visibilité qui reste en plus de ça assez correcte. Donc c'est vraiment un lieu aussi agréable dans l'eau quand on va plonger et tout aussi agréable en surface. Est-ce qu'il y a des évolutions de carrière qui sont possibles dans le métier de scaphandrier, ou tu penses plonger et faire ce boulot qui doit être quand même assez difficile physiquement jusqu'à ta retraite? C'est une question que je me pose en ce moment. C'est-à-dire que pour l'instant, il n'y a pas un plan de carrière proprement dit quand tu travailles en tant que scaphandrier travaux publics sur le territoire. Tu peux avoir une évolution quand tu tombes dans un CDI, mais t'as pas forcément, à l'heure actuelle je parle, je pense que ça va changer, mais t'as pas forcément une évolution sur les spécificités propres. Quand je dis spécificités, tu sais, t'as pas une équipe spécialisée de plongeurs soudeurs, de plongeurs bétonneurs, de plongeurs X ou Y. Pour l'instant, on a un petit peu de savoir un petit peu tout faire, justement, sans le savoir-faire propre à ces disciplines. Donc pour l'instant, c'est assez difficile. C'est assez difficile d'avoir une évolution. À l'inverse, l'évolution de carrière, tu peux peut-être en avoir une pour ceux qui partent en plateforme, en offshore, parce que effectivement, c'est pas du tout le même créneau. Quand tu pars en offshore, tu as beaucoup plus de possibilités de plan de carrière par l'évolution même au sein de l'entreprise qui t'emploie, parce que tu pars sur des contrats et tu peux travailler au sein d'une même entreprise et évoluer au sein d'une même entreprise, ce que tu n'as pas forcément en tant qu'intérimaire sur le territoire. Est-ce que tu aurais un dernier conseil à donner à ceux qui seraient intéressés par ce métier et qui voudraient même peut-être se former ? À l'heure actuelle, en France, on a la possibilité, tous les ans, pendant le salon de la plongée, ou pendant certaines manifestations durant l'année, de pouvoir faire des baptêmes de scaphandriers. Et je conseille vivement à ceux qui sont intéressés par la formation, avant de se lancer a cappella, comme ça, dans une formation et de débourser 15 000 euros, sans avoir mis une seule fois un casque sur la tête, d'aller dans ce genre d'événement et de voir ce que ça donne. Voir ce que ça donne d'avoir 40 kilos sur le dos, de voir des lieux qui sont pas forcément avec une visibilité, de voir un casque qui peut donner une sensation d'oppression assez forte quand on n'a pas l'habitude. Donc c'est vraiment une bonne approche en fait. Pour tous ceux que ça intéresse, la discipline en fait elle est toujours présente au salon de la plongée en janvier tous les ans. Et l'édition 2021 en fait le sera un peu plus parce qu'on essaye de faire un partenariat avec les associations d'anciens SCAF, les organismes d'État tels SCAF Motion ou le SNETI, les écoles, afin vraiment de mettre un pôle plongée pro au sein même du salon de plongée loisirs, avec justement la possibilité de pouvoir faire des baptêmes et de pouvoir répondre aux questions. Et je sais qu'il y a beaucoup de questions posées sur ce métier. Génial. Eh bien, un grand merci d'avoir pris le temps de répondre à toutes mes questions, Renan. C'est moi qui te remercie en tout cas. Voilà, cet épisode est terminé. Merci de nous avoir écoutés. Parole de plongeur, c'est un épisode toutes les 2 semaines, le mardi. Alors pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous au podcast et surtout, dites-moi ce que vous en pensez. C'est ce qui va finalement m'aider à améliorer mes interviews. Vous pouvez aussi trouver des photos de mes invités et des informations utiles sur le podcast, sur la page Facebook Parole de plongeur et sur le site internet www.paroledeplongeur.com. Si vous avez une histoire à me raconter, que votre parcours peut inspirer les autres ou que vous souhaitez aborder un sujet en particulier, contactez-moi à info@paroledeplongeur.com. Un grand merci à Frédéric Brault pour l'aide qu'il m'apporte pour la réalisation de ce podcast. Et merci également à Sacha Ende qui a composé la musique que vous entendez. À très bientôt!